Bienvenue dans la partie finale de notre version Death in Arcadia Ego, une aventure se déroulant dans l'univers du jeu de rôle Cult, Divinité perdue. Si vous découvrez notre podcast via cet épisode, il est fortement conseillé de remonter à la toute première partie de notre histoire pour une meilleure compréhension et appréciation de cette aventure. Cet épisode flirte encore une fois avec des thèmes traumatiques et violents. Cult est un jeu d'horreur psychologique traitant de thèmes graves, et il est important de souligner à nouveau que dans le contexte de notre histoire, certains personnages peuvent utiliser des termes choquants et discriminants envers la communauté homosexuelle, termes qui ne reflètent aucunement notre pensée, mais illustrent les traumatismes des personnages de Sean et Nigel, ainsi qu'une sinistre réalité de cette époque. Comme d'habitude, l'horreur psychologique, la violence, le gore et l'exploration de traumas sont part intégrante de cette aventure, et vous êtes parfaitement en droit de stopper ici votre écoute si ces thématiques vous sont désagréables. Dans le cas contraire, terminons notre exploration d'Arcadie. Ici, ce qui devait être des retrouvailles sont devenus un véritable cauchemar. Après une longue conversation avec Nigel dans sa bibliothèque, la nature véritable du monde qui les entoure éclate aux yeux de nos protagonistes, une sorte d'illusion maîtrisée par leur hôte. Alors qu'ils s'apprêtent à obtenir des réponses, une créature terrifiante semble faire perdre le contrôle de ce qui les entoure à Nigel, puis les attaque, les poussant au bout de leurs limites. Nous reprenons notre aventure alors que Sean, pris à partie par l'assaillant monstrueux, se réveille en fâcheuse posture. Qu'est-il arrivé à Nigel ? Quelle est la nature de leur adversaire ? Parviendront-ils à sortir de ce cauchemar ? Commençons, si vous le voulez bien, ce dernier épisode, Death in Arcadia Ego. Sean, tu te réveilles brusquement, mais la seule chose que tu ressens, que tu vois au milieu de la panique qui t'étreint le cœur au moment où tu te réveilles, c'est juste d'une obscurité profonde autour de toi. T'as une sensation d'étouffement, il fait chaud. Tu sens des choses qui sont plantées dans tes avant-bras. Ton cœur bat la chamade, t'as la sensation d'être enfermé dans quelque chose. Tu es trop à l'étroit, tu sais pas où t'es, mais t'es trop à l'étroit. Est-ce que j'arrive à voir mon corps ? Tu saurais même pas te voir toi-même en fait. D'accord, donc c'est vraiment c'est genre de l'absence de lumière quoi. Je vais gigoter pour essayer de voir si je peux pas gagner de l'espace. Au moment où tu gigotes, tu tapes dans une surface et tu sens du bois. Oh la con ça rase. Je panique un peu, puis j'essaie de me souvenir quand on est dans un espace clos et restreint, il vaut mieux ne pas paniquer pour garder son souffle et le maximum d'oxygène possible, donc j'essaie de me calmer. Et j'essaye surtout d'aller toucher mes avant-bras pour voir qu'est-ce qu'il y a, parce que j'ai toujours cette gêne du coup dans les avant-bras. Tu essaies de garder ton souffle le plus lent possible pour essayer de ne pas paniquer complètement. Tapotes tes avant-bras et tu sens des tuyaux qui sortent de tes avant-bras. J'aimerais que tu me fasses un jet de Keep It Together s'il te plaît. On part sur un 6. Tu commences à paniquer complètement au moment où tu sens les tuyaux. T'as la sensation que l'obscurité autour de toi est vivante. T'as l'impression de voir les yeux qui te fixaient avant dans le noir. Et tu entends une espèce de rire monter dans les ténèbres petit à petit, tout autour de toi. Et tu commences à hurler et à taper de toutes tes forces contre le couvercle. Je reviens vers toi tout à l'heure. Leila, la première chose que tu vois, c'est, au contraire de Sean, c'est une lumière aveuglante qui t'agresse complètement. Quand tu t'habitues un petit peu à cette lueur et que tu regardes autour de toi, tu vois que tu es assis sur un lit d'hôpital. Tu constates que tes poignets sont bandés. Tu remarques tout autour de toi des sacs de perfusion qui sont accrochés à des déambulateurs, mais quand tu les regardes, tu n'as pas l'impression qu'il s'agisse de perfusion normale. T'as l'impression que les liquides qui sont à l'intérieur ne sont pas des liquides qui devraient être dans des poches de transfusion. Tu vois que la pièce est encombrée de matériel chirurgical qui est sale et poussiéreux. Les murs dégoulinent de crasse. Tout est éclairé par un néon qui éclaire toute une lumière blanche. Tu n'as pas l'impression, outre le fait que tu as la sensation d'être réveillé d'un sommeil très lourd, t'as pas de douleur au niveau des poignets. Je me redresse un petit peu, avec un mouvement de recul, les jambes pliées contre moi, je regarde mes poignets, je touche, tu vois, et j'aurais même tendance à ouvrir le bandage pour voir. Quand tu retires les bandages, tu vois qu'une magnifique cicatrice blanche entre chacun de tes poignets à l'endroit où tu as coupé. C'est comme si tu avais cicatrisé depuis un moment déjà. Donc j'enlève les bandages, parce que du coup j'ai besoin de me libérer un peu du truc. Je regarde bien autour de moi, le plafond, tout partout, si je remarque une présence ou quelque chose qui serait en train de m'observer. Tu vois, je suis vraiment de suite alerte. T'as pas la sensation que quelqu'un est là, mais tu te sens considérablement oppressé. Tu remarques aussi une porte au fond de la pièce. Ok, bon bah je me lève et je vais direct vers la porte. Tu ouvres donc la porte et tu as déjà vu cet endroit en fait. Tu débarques sur une plaine qui s'étend à perte de vue et qui est constellée de pierres tombales.
Je vais pas te décrire le ciel, mais tu sais où tu te trouves. Je sais pas si on est sur du Six Rose Illusion à ce moment-là, ou est-ce qu'on est sur un Observe Situation, mais là j'aimerais vraiment, tu vois, avoir un acte qui est je veux savoir où je me place, où je suis, parce que là il y a trop de choses qui se sont passées. Donc là elle veut gérer la situation, elle veut plus se laisser prendre par quoi que ce soit, tu vois. Tu peux observer la situation si tu veux. Je suis à 18 tout pile. Tu peux me poser 2 questions si tu le désires. Est-ce que je peux te demander si la créature va revenir? Tu sens que potentiellement, oui, elle pourrait revenir. Mais tu ressens au fond de toi que vous l'avez fui et elle est loin à l'heure actuelle. Elle est à notre poursuite autre part, certainement. En fait, honnêtement, t'as pas la sensation que c'est toi ou les autres qu'elle vise. Et donc la deuxième question, c'est est-ce que si je m'attarde sur les tombes, il y a moyen que j'entende quelqu'un dire au secours? Alors, avant que tu me dises de faire ce jet, j'allais te dire que justement, t'entends une voix étouffée au niveau d'une des tombes où la terre semble avoir été retournée fraîchement depuis peu. Comme je suis d'humeur généreuse, tu peux me poser une autre question. Est-ce que je vois la baraque de là où je suis, du coup, avec le sans fenêtre, etc. Ou est-ce que là, je n'ai que la plaine à perte de vue avec les tombes? Effectivement, tu vois, c'est un peu comme une version distordue de la colline d'Arcadie. Tu reconnais l'architecture, tu devines, il y a une partie de toi consciemment qui a la sensation que c'est Arcadie. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais c'est comme si tout ce que tu voyais à perte de vue était entouré par une sorte de voile qui t'empêchait de le voir clairement. Et dans les tombes, tu vois qu'il y a comme une espèce de groupe de silhouettes qui se tiennent autour de quelque chose. Je pense que j'ai été alertée par le son le plus à proximité de moi, et donc je me précipite vers cet endroit. Sean, tu entends confusément à travers ton instant de panique, alors que tu es en train de hurler à plein poumon, la voix de Leila. Bah, je gueule, sortez-moi de là. Et je tambourine sur le couvert. Je commence à retourner la terre et à... Tu commences à retirer des pelletées de terre et tu tombes sur le sommet d'un cercueil. Et c'est pas un cercueil richement décoré quoi que ce soit, c'est vraiment comme si quelqu'un avait découpé une planche de bois à l'arrache dessus. Et ce qui te bloque instantanément, c'est qu'en fait, sur le couvercle de ce cercueil, il y a plein de mots qui sont écrits. Le genre de termes que t'aurais pas envie de recevoir de ton côté, des pédales, tentouses, impures. Ce cercueil est couvert de ces écritures-là. Est-ce que c'est scellé? Est-ce que je vois que c'est physiquement scellé? T'aurais pas vraiment de difficulté à le retirer à main nue, c'est vraiment 4 clous qui ont été posés sur cette planche à l'arraché. Je le fais en me servant de ma manche pour protéger ma main. Et je fais très attention à ce qu'il ne voit pas le couvercle. Sean, le couvercle qui t'empêche de voir l'extérieur est retiré violemment au-dessus de toi. Et tu vois Leila qui est penchée sur toi. Leila, du coup, tu vois un Sean a l'air terrorisé. Et Sean, j'imagine que t'as terminé de hurler, mais t'as encore le souffle court à force d'avoir crié. Je tremble, je suis à moitié en pleurs. Bon, du coup, moi, je vais directement vers elle. Enfin, pour une fois que je vois un humain, donc je vais droit dessus. Je t'aide en te soulevant par le bras. Je dis viens, Sean. Tu sens au moment où tu le fais donc des tuyaux qui étaient fixés dans les poignets de Sean. Tu sens en fait ces tuyaux se retirer de ta peau, de sous ta peau super violemment. T'es tellement dans ce stress et cette panique de vouloir sortir d'ici à tout prix que tu les sens même pas s'arracher de toi. Leila, tu remarques que Sean ne porte pas les vêtements qu'il portait tout à l'heure. Il porte en fait une tenue de patient d'hôpital, donc une blouse fermée. Sean, est-ce que tu es en état de marcher là? Bon, je bégaye rien. Enfin, je suis très hagard et je regarde autour de moi, je tâte le sol. La première question que je pose surtout, elle est là, c'est où est-ce qu'on est? Parce que bon, moi, j'ai jamais vu le cimetière en question. C'est là que j'étais avant que la créature me pourchasse et que je vous rejoigne dans le couloir. Et est-ce qu'elle est là? J'ai pas l'impression, mais surtout regarde. Et là, je te montre. Je regarde, hein, je suis pas. Ils sont en train de fixer quelque chose et je sais pas trop ce que c'est. Je suis attirée par l'idée d'aller voir ça, mais je me dis qu'en même temps, si c'est eux qui t'ont mis là. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé pour toi, pour que tu te retrouves comme ça, enseveli? Non, je me suis réveillé et j'étais là-dedans. Mais longtemps, parce que là, je viens d'arriver, hein. C'était peut-être des heures, je sais pas. Ce que je fais, c'est que je lui donne mon manteau et je lui mets sur lui. Ce que je te propose, suis-moi. On va faire en sorte de se rapprocher un petit peu de la baraque. Même. Est-ce que d'abord, on n'essaierait pas de s'armer? J'avais un cercueil sur la gueule, il y a des clous pour le fermer, il y a des planches de bois, il suffit juste de péter là où il y avait les clous. Je fais une petite ellipse, donc on imagine qu'effectivement vous allez récupérer de quoi vous armer, donc des clous. Très bien, pour vous faire une espèce de point américain
Improvisé. Du coup, Leila, tu soutiens Sean pendant que vous avancez le long de la colline pour remonter vers Arcadie. Quand vous montez en fait le long de la colline, que vous regardez en contrebas, vous voyez un petit peu mieux cette espèce de congrégation de formes et vous voyez vraiment des silhouettes humaines. C'est comme si elles avaient un voile noir sur elles qui les rendait un petit peu troubles. Et ce groupe de personnes entoure une tombe qui est ouverte. J'ai un petit frisson, il y a encore des tombes ouvertes, quoi, mais on s'approche, quoi. Je reviens vers vous après un petit détour dans la direction de Thomas. Tu ouvres les yeux. Tu es assez rassuré parce que tu reconnais la chambre autour de toi. Tu as l'impression d'être à l'endroit où tu t'es couché la nuit dernière. Mais petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des détails qui collent pas. Déjà, la pièce est beaucoup plus grande que ce dont tu te rappelles. Il y a des meubles, des posters, des photos, des choses qui remontent à beaucoup plus longtemps. T'as la sensation, en fait, de reconnaître des éléments de ta chambre universitaire, celle que tu partages avec Nigel. Les posters, c'est vraiment des posters que j'ai déjà eus. Et comme quand tu regardes sur le mur, par exemple, tu vois que le papier peint se coupe quasiment en deux à un moment, et que t'as d'un côté le papier peint qu'il y avait dans la chambre dans laquelle tu t'es couché il y a 2 nuits, et qui part d'un coup sur les couleurs de ta chambre universitaire. Tu vois que dans cette pièce, qui du coup est assez grande, il y a donc ton sac de voyage qui est posé à côté de ton lit. Il y a aussi une porte qui semble mener vers l'extérieur. Je vais aller fouiller mon sac de voyage. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ? Ouais. Mon putain de flingue. Parce que je commence à être un peu stressé, je commence à me rappeler de la créature et j'ai pas l'impression d'être dans un endroit qui est réel. Ça me fait un peu peur, je me sens enfermé. Au moment où tu resserres ta main autour de la crosse, tu entends une voix au niveau de ton oreille droite qui te murmure « Lâche, menteur, traître ». Je me tourne sur la droite pour regarder ce qui se passe. Tu vois que la porte est ouverte sur un couloir plongé dans l'obscurité. Tu devines une forme humaine qui te regarde depuis l'encadrement de la porte et tu crois deviner la forme de Nigel en fait. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Tu vois que c'est la forme de son corps, la seule chose que tu vois c'est ses yeux en fait qui semblent percer les ténèbres. Il te regarde fixement. Je range délicatement, avec prudence, mon arme de service. Est-ce que observe situation pourrait me permettre de jauger si c'est mon esprit qui divague ou s'il y a vraiment Nigel en face? Tu peux lancer les dés. C'est 16. Tu peux me poser 2 questions. Est-ce que j'ai la sensation que c'est lui, vraiment ou pas? Ça lui ressemble mais c'est pas lui. Ce serait pas plutôt ma culpabilité? C'est pas ta culpabilité non plus. C'est quelque chose qui sait ce que t'as fait. Et c'est quelque chose qui te le reproche. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et qu'est-ce que tu crois que Nigel penserait s'il savait que toi et tes copains vous êtes amusés sur lui ce soir-là? Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait s'il savait que t'avais regardé sans rien faire? Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il penserait. Tu vois que la chose recule dans les têtes petit à petit, tu vois juste ses yeux qui brillent dans le noir. T'entends à nouveau la voix de la chose au niveau de ton oreille gauche cette fois qui te murmure lâche. Lâche. J'aimerais que tu me fasses un jet de Keep It Together s'il te plaît. Aïe, 8. Tu ressens une profonde culpabilité t'envahir au moment où tu entends les mots de la chose se répercuter sous ton crâne. Tu te sens presque faiblir et poser un genou à terre tellement le poids de cette culpabilité t'assomme. Tu perds 2 points de stabilité. J'aimerais que tu me décrives tes émotions et ton sentiment alors que tu sens que les larmes montent et que tu sens la culpabilité vraiment t'envahir tout entier. J'ai extrêmement mal au ventre. C'est comme un petit brasier dans l'intestin. Et surtout que je me sens comme une sombre merde. Et que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir... c'est de me confronter à Nigel pour tout lui dire. Même si j'ai terriblement peur, mais j'ai encore plus peur de me faire consumer par cette culpabilité qui me ronge. Il y a qu'une porte en fait. Tout à fait. Et je vais avancer déterminé par cette porte. Bess, tu ouvres les yeux à ton tour. Tu reconnais instantanément la pièce où tu te trouves. C'est la chambre dans laquelle tu dormais quand tu étais enfant à Arcadie. À quoi ressemble cette chambre ? C'est une petite chambre sous les combles avec très peu de fourniture, juste un petit lit simple, une petite armoire et une petite lame de chevet. Il n'y a vraiment pas de déco, c'est vraiment le pratique efficace chambre d'amis où je logeais tout l'été. Quel sentiment t'étreigne au moment où tu te réveilles Si je me souviens bien, il y a une meuf qui s'est suicidée sous mes yeux il y a à peu près un quart de seconde. Et surtout, je me retrouve dans une chambre où ça fait 15 ans que j'y ai pas foutu les pieds. Donc ça me renvoie en fait à une espèce de moi enfant. Ça me terrifie vraiment jusqu'à la moelle osseuse.
Tu vois une porte au fond de cette chambre qui tu reconnais, c'est la porte qui mène aux étages inférieurs. Tu entends des pas derrière cette porte, pas comme si quelqu'un s'arrêtait devant cette porte, mais comme si quelqu'un passait juste devant. Je m'avance discrètement derrière la porte pour écouter ces pas et voir s'il y a une possibilité d'entrouvrir la porte sans que je me fasse gauler par la personne qui est dans le couloir. Tu entends les pas en question s'éloigner. Ils s'arrêtent vraiment pas au niveau de ta porte, ils s'éloignent en fait le long du couloir qui se trouve derrière. Tu ouvres la porte, tu te retrouves donc dans le couloir dont je te parlais. En fait, tu vois au bout de ce couloir la forme de quelqu'un. Tu le reconnais instantanément, même si ça fait des décennies que tu ne l'as pas vu. C'est William Saint-Denis, le père de Nigel. Il te voit pas, tu le reconnais de dos et tu le vois de 3/4 au moment où il dépasse l'angle du couloir pour repartir. Tu vois que son visage est très fermé, il est vraiment comme tu te rappelles de lui en fait, complètement dénué d'émotion. Il aura juste une de ses manches au moment de dépasser le couloir. Il disparaît. Je sors de cette chambre et je me dirige à l'opposé pour voir ce qu'il faisait là-bas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui me font dire qu'il faut que j'aille pas vers là où il est, justement. Tu t'avances dans le couloir qui est plongé dans une espèce de pénombre où tu as du mal à deviner les choses, tes yeux s'adaptent à l'obscurité petit à petit. Jusqu'à ce que tu tombes nez à nez avec Thomas, qui semble sortir d'une pièce un petit peu plus loin. Je vais m'approcher de lui, je vais essayer de refermer la porte, pas complètement, mais juste l'entrouvrir, et je lui chuchote, parce que je sais qu'il y a William dans le coin et je le connais, donc je fais très attention à nous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Oh, chuchoté. Vous avez peut-être pas vu, mais il y a quelqu'un qu'on veut vraiment pas voir dans cette maison, donc il faut qu'on reste discret. J'ai vu Nigel, enfin je croyais ce que je pensais être Nigel, mais il a disparu. Je sais pas si c'est pas moi qui perds un peu la tête. Je crois qu'on perd tous un peu la tête là. Est-ce que vous vous sentez de marcher? Ça va, oui. Je vous suis, enfin si vous savez où aller, Oui, bien sûr, j'ai tout un plan avec moi, tout à fait. Ouais, je savais que vous étiez la personne de la situation. Moi j'y crois, tu sais, je suis en mode ouais. Moi, à part m'excuser auprès de Nigel, je sais plus trop où j'en suis. Vous arrivez sans peine en fait à trouver la sortie, même si les couloirs vous paraissent beaucoup plus longs, beaucoup plus tortueux que ce dont vous vous rappelez d'Arcadie. Vous vous retrouvez un petit peu face à la même scène que ce que j'ai décrit Leila et Sean tout à l'heure, vous les voyez d'ailleurs s'approcher. Ben moi, je cours sur Leila, et je lui chope les poignets et j'essaye de regarder genre mais comment vous êtes encore en vie? C'est pas possible, je vous ai vu vous offrir les veines, comment c'est possible? Je lui dis chut. Limite, je lui mets la main sur la bouche, hein, vraiment. Et je lui montre les mecs derrière. Ce que vous voyez, en fait, ce sont des espèces de silhouettes à forme humaine sur lesquelles vous avez du mal à mettre des traits. Vous voyez des formes de vêtements, mais vous avez du mal à voir des visages. C'est comme si ces silhouettes, elles se déformaient dès que vous les regardiez. C'est comme des espèces d'ombres mouvantes qui changent sans cesse d'apparence, de place. Il y a un petit peu de monde, quelques dizaines de personnes. Leila, elle prend Sean avec elle et elle avance. Hein. Elle est dans la continuité, en fait. Hein. Pour moi, le geste qu'ils ont eu d'arriver vers nous, ça a été une microseconde dans le mouvement, en fait. Ouais, que je suis assez déterminé pour voir ce qu'il y a derrière, donc j'hésite pas à passer en premier. Lorsque vous vous approchez du groupe, en fait, vous voyez qu'ils s'écartent pour vous laisser de la place. Du coup, vous avancez au milieu de ces formes qui semblent toujours bouger, toujours changeantes. Vous les voyez qui ont des mouvements erratiques. Thomas, tu es le premier de vous quatre, du coup, à dépasser le groupe et à arriver au niveau de la tombe. C'est une tombe qui est assez profonde, plusieurs mètres. Il n'y a pas de cercueil à l'intérieur. Tu vois la forme de Nigel qui est tendue. Il est plus malade que ce que tu as pu voir auparavant, même quand vous étiez dans le couloir. Tu vois qu'il est recroquevillé sur lui-même. Il est vêtu d'une sorte de haillon qui le recouvre à peine, courbé sur lui-même. Tu n'arriverais même pas à savoir s'il est vivant ou pas. Et en fait, au moment où tu arrives à ce niveau-là, tu vois qu'une des formes dans le groupe de personnes s'avance. Et tu vois donc un prêtre. Donc tu n'arrives pas à voir le visage, tu as toujours cette sensation que son visage change tout le temps. Un prêtre qui s'approche donc de la tombe avec une Bible à la main et qui commence à prendre une grande inspiration. En dehors du prêtre qui s'est fixé, est-ce que les autres commencent à se fixer aussi sur des formes reconnaissables? Il y en a un qui semble se fixer. Un que Bess pourrait reconnaître. C'est un homme qui partage une ressemblance assez frappante avec Nigel. Il porte une moustache bien taillée,
plutôt dans la force de l'âge, il doit avoir la cinquantaine, extrêmement bien habillé dans un costume impeccable et un grand manteau. Tu sais pas qui est cette personne, mais tu penses que ça pourrait être le père de Nigel. Tu remarques du coup la présence de William Saint-Denis dans l'assemblée au moment où je le décris à Sean. Il est comme tu te rappelles l'avoir vu la dernière fois que tu l'as vu en fait, c'est-à-dire même âge, même stature, même forme physique. Du coup, si je reconnais William, j'essaye de prévenir mes coéquipiers discrètement et surtout j'essaye de faire en sorte qu'ils me voient pas parce que j'ai peur qu'ils me reconnaissent. Ok, à ce moment-là, ce que j'aimerais faire, c'est potentiellement me décaler le plus discrètement possible pour être pas loin de ce fameux William. Dit-elle pendant que Thomas s'avance à grande enjambée près de la tombe. Ouais, je descends pour voir si Nigel, s'il est vivant. Alors que tu t'approches de la tombe de Nigel, vous tous en fait entendez une voix qui semble être celle du prêtre. Vous voyez pas son visage bouger en fait. Et pendant que tu marches vers la tombe, t'entends cette voix. « À notre Seigneur, nous renvoyons le corps de notre frère Nigel. Il retourne à la terre, cendres et poussière mêlées. Que son péché le plus grave soit puni de la plus juste manière par le Tout-Puissant, et que la marque de son infamie soit enterrée avec son corps. » Et pendant qu'il parle, il récupère une poignée de terre de sa main, qui jette, et quand tu arrives vers la tombe en question, tu vois que celle-ci commence à se remplir de terre petit à petit. Ah bah écoute, je vais y mettre toutes mes forces pour descendre, récupérer à pleine poigne ce bon vieux Nigel et le remonter avec moi en priant pour que les autres soient alertes autour, quoi. Éventuellement, moi je peux essayer d'aider sa logique de vouloir aller dans le trou pour sortir Nigel en justement essayant de me concentrer sur cette sensation que j'ai eue tout à l'heure et de me dire peut-être que si je pense très fort que le trou il est moins grand ou que Nigel en fait il est en surface, peut-être qu'en fait ça va vraiment arriver. En essayant de me concentrer sur cette même sensation que j'avais eue dans la bibliothèque. Tu vas lancer tes dés et tu vas ajouter juste ton score de volonté. Du coup c'est 10. Thomas, tu descends dans la tombe alors que la terre est en train de s'effondrer un petit peu sur les côtés, comme si en fait il y avait vraiment de la terre qui se déversait lentement dans la tombe. Tu vois que le corps de Nigel remonte vers toi, donc il est un petit peu plus proche du bord que tout à l'heure. Donc tu n'aurais aucun problème à le sortir de là sans souci, mais au moment où ça se passe, tu vois des mains sortir de la terre et commencer à essayer de t'agripper pour t'empêcher d'en sortir. Comme des mains de mannequins qui sortent de la terre entièrement noires, qui essaient de te tirer vers le bas. De votre côté, les autres, particulièrement toi, Bess, en fait, vous voyez que les choses qui vous entourent commencent à se tourner vers vous lentement. Sean, tu commences à les voir se rapprocher de toi en murmurant des impurs, pestiférés. Elles essaient de te saisir. Bess, tu vois qu'il y en a plusieurs qui se rapprochent de toi rapidement et tu sens une main se poser sur ton épaule. Non, j'essaye de me dégager dans un élan de réflexe pour pas qu'il m'attrape si je peux. On va faire un petit act under pressure, s'il te plaît. 14. Tu réussis à te dégager de cette main qui essaie de t'attraper, mais tu te retrouves un petit peu séparé des autres, c'est-à-dire qu'en fait, en te dégageant, tu te retrouves entouré par cette espèce de mêlée de personnes qui tendent les mains vers toi. Sean, tu as moins de chance, c'est-à-dire que tu étais concentré sur le fait d'essayer de faire monter la terre dans la tombe de Nigel, et c'est à ce moment-là que tu sens que des mains t'agrippent et t'arrives pas à te dégager de cette mêlée, tu tombes à terre et tu sens que ces choses commencent à ramper sur toi pour essayer de t'y maintenir. Bien. Eh bien, je vais me débattre et essayer de leur mettre des taquets en leur disant de me lâcher. Je passe sur Thomas en vitesse et ensuite je reviens sur toi. Comme j'ai vraiment au dernier moment chopé sans réfléchir Nigel, je ne sais même pas si je l'ai bien attrapé, tu vois, je sais même pas dans quel état il est. Et je l'ai collé contre moi et j'ai essayé de le remonter. J'essaye tant bien que mal de m'agripper pour sortir de la tombe en maintenant Nigel. Alors, très bien avec moi, et j'imagine que c'est très compliqué. Tu peux toi aussi me faire un jet de Act Under Pressure, s'il te plaît. 10. Tu réussis par une espèce de miracle à pousser Nigel hors de la tombe et à essayer de te hisser, mais c'est à ce moment-là que tu sens en fait les mains que je t'ai décrites tout à l'heure qui sortaient de l'intérieur de la tombe t'agripper en fait au niveau des chevilles. J'aimerais intervenir du coup, parce que j'attendais ce timing. Ce que j'aimerais, c'est me précipiter sur William, lui faire un choc qui le ferait tomber dans la tombe à la place de son fils.
Alors, je fais un petit tour rapide de tout le monde pour savoir ce que vous comptez faire exactement. Donc, du coup, Leila, tu veux pousser ce brave William dans la tombe de son fils. Bess, du coup, et tu étais entouré par cette mêlée avec ses mains qui essaient de t'agripper. Eh ben, je fais une esquive de malade, c'est-à-dire que je m'accroupis en un quart de seconde et je fonce dans le tas à grands coups d'épaule afin de rejoindre mes confrères. Sean, du coup. Oui, on va mettre des pieds-bouches et des patates en essayant de se dégager pour pouvoir se redresser. Très bien. Et Thomas, du coup. Du coup, moi, je tente de me libérer des mains qui essaient de m'attraper pour tenter de remonter un coup. Très bien. Eh ben, on va résoudre tout cela chacun par un jet de Engage in Combat. Donc, ce sera avec la violence. Du coup, j'ai 16. J'ai fait 9 du coup, quel plaisir. Alors, avec mon bonus, ça fait 8, hein. Thomas, du coup, tu réussis à te dégager tant bien que mal, mais ce faisant, en fait, au moment où tu te dégages, en fait, tu roules sur le côté, t'es un petit peu empêtré, tu trébuches, et en fait, tu percutes Leila et William. Leila, il attrape un de tes poignets, qu'il tord un petit peu, il se tourne vers toi. Tu vois que ses yeux qui brillent d'une lueur bleutée, en fait, il se penche vers toi et tu vois qu'il a un sourire malsain qui tord la moitié de son visage. Il essaie de te mettre à terre et tu vois que son autre main se rapproche de ta gorge. Tu l'entends marmonner dans sa barbe, t'as du mal à comprendre ce qu'il dit au départ. Tu l'entends murmurer si sa mère était encore là pour voir ce qu'il était devenu. Elle aurait honte. Tu vois donc tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux profiter que William est en train d'essayer de pousser Layla pour moi l'attaquer de dos? Tu vas donc me faire un petit jet de violence. J'ai fait 6. Du coup, au moment où tu te diriges vers William, tu vois qu'en fait, il prend une position bizarre, comme s'il se penchait sur lui-même. Tu vois qu'en fait, il se met à flotter. Il se soulève de 10 cm du sol. Il recule super vite vers toi. Il se retourne d'un coup et sa main se serre autour de ta gorge. J'en profite pour demander à Sean ce qu'il, lui, veut faire de son côté. Ce qui me semble être un visage, je vais lui enfoncer les clous dans la mâchoire via une patate. Et en fait, je vais utiliser l'élan de ce mouvement pour balancer un coup de genou dans l'autre créature qui était en train d'essayer de m'escalader pour pouvoir me relever. Et moi, je vais vers Nigel pour déjà voir s'il va bien et pour lui dire il faut que tu nous sortes de là. L'assemblée d'ombres commence à s'unifier comme si ça devenait une masse unie qui commençait à se répandre sur vous, à vous empêtrer comme si vous vous noyiez dedans. Vous entendez un mot qui revient et revient sans cesse: impur, impur, impur. Tu vois, Bess, pendant que William est en train de serrer ses doigts sur ta gorge, tu le vois qui répète ce mot, mais c'est pas comme si des dizaines de voix l'énonçaient en même temps, c'est vraiment comme si c'était une seule voix. C'est comme si cette voix se répercutait dans votre conscience. Impur, impur. Thomas, tu sens que les mains commencent à essayer de tirer vers la tombe. Vous sentez que vous commencez à défaillir, et au moment où Sean, tu dis à Nigel de se reprendre, vous voyez que Nigel lève une main. Et vous vous retrouvez tous dans le noir. Et vous ouvrez doucement les yeux. Et vous êtes chacun, en fait, dans les quartiers où vous vous êtes endormis la nuit dernière. Je cours vers la chambre de Nigel. Ah ouais, pareil. Sean, Bess, du coup, je commence par vous puisque vous devez sortir à l'extérieur. Vous constatez que c'est plus un blizzard qu'il y a dehors. C'est une véritable tempête de neige, en fait. C'est-à-dire que vous y voyez pas à 2 mètres, il y a juste un mur blanc de froid et d'eau glaciale qui s'abat sur vous pendant que vous avancez vers la maison. Vous vous retrouvez tous les deux au même moment dans le hall d'entrée. Les deux autres, je ne sais pas du tout si vous essayez aussi de vous rendre dans le hall d'entrée ou pas. Je sors, alors pas aussi précisément que tout le monde, hein, du coup, parce que je suis encore un peu inquiet, et je vais voir ce qui se passe dans le couloir. Tout pareil. Vous vous retrouvez donc tous les 4 dans le hall d'entrée, donc Sean et Bess couverts de neige et trempés jusqu'aux os. Il y a un silence de mort qui règne dans Arcadie, à part le son du vent qui bat contre les volets des fenêtres. Juste au cas où, parce que j'ai viré parano entre temps. On va aller récupérer un couteau d'abord, parce que j'ai l'impression que dans la chambre de Nigel, il y aura pas une gentille infirmière. Il a fait une petite glissade. Et du coup, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous commencez à vous diriger vers le couloir où se trouve la chambre de Nigel. Vous entendez Sean derrière vous qui détale, puis qui revient 1 minute plus tard, un long couteau de cuisine dans la main. Personne réagit au couteau parce que bon, au point où on en est, j'ouvre la porte. Un peu un effet miroir de cette matinée où Bess et Layla bondissent sur la porte. On est un peu sur le même style, quoi.
Leila, tu ouvres en grand la porte de la chambre de Nigel et ce n'est pas la chambre de Nigel. Ce que vous voyez en fait, c'est une chambre immense, comme un dortoir en fait, sans fenêtre. Il y a une sorte de lumière diffuse qui provient du plafond. Vous devinez que s'il y a un plafond, s'il y a un ciel, il est très très haut. Du plafond, en fait, il y a plein d'instruments de chirurgie qui sont suspendus, des chaînes. Vous entendez cliqueter doucement autour de vous. Il y a des tuyaux qui partent en fait du plafond en question, qui partent tous vers le centre de la pièce où il y a un lit d'hôpital. C'est encombré de chariots plein de matériel médical, mais qui semble d'être là depuis des années. Tout est couvert de crasse. Il y a une odeur de médicaments, de rouille, de renfermé qui vous prend tout de suite à la gorge quand vous rentrez. Ça sent la mort. Et le seul truc que vous entendez qui semble envahir tout l'espace, c'est un bip, bip, bip. Sur le lit d'hôpital qui se trouve au centre de la pièce, vous voyez Nigel. Bess, tu reconnais tout de suite la vision que tu as en face de toi quand tu arrives, c'est-à-dire que Nigel est allongé sur cette espèce de lit d'hôpital rouillé qui semble dégouliné d'une matière noirâtre. Il y a des dizaines de tuyaux qui sont enfoncés dans son corps. Il est sous respirateur, il est aussi peut-être même encore plus maigre que tout à l'heure quand vous étiez au niveau de la tombe. Il se tourne vers vous péniblement, tend la main vers vous, il semble essayer de dire quelque chose, mais il n'y arrive pas. J'attrape une poignée de câbles, là, ça n'a pas l'air d'être là pour le guérir, donc je commence à tailler dedans, quoi. On va le détacher de là, quoi. Je pense que je le regarde faire, parce qu'il a un élan que de toute façon, moi j'aurais jamais eu, parce que je suis un peu effarée par ce que je vois, donc je le regarde faire et je comprends ce qu'il veut faire, parce que effectivement la vision me rappelle ce que j'ai vu dans mon cauchemar de la nuit d'avant, et je sais que c'est pas bon signe qu'il soit attaché à tout ça, donc je comprends son intention et je le laisse faire, et je vois ce qu'il va découvrir. Je voudrais faire un move pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Le sentiment qu'il veut nous dire, s'il veut nous dire de fuir, s'il veut nous dire de l'aider, ou s'il veut nous dire de le tuer par exemple. Je ne te demande pas de faire de jet pour ça. Tu te penches vers lui. Tu sens que sa main se pose sur son épaule. Et il te murmure à l'oreille. Dépêchez-vous avant qu'il n'arrive. Et dépêchez-vous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fait? Il s'apprête à te répondre quand Sean, tu sens une main agripper ton poignet au moment où tu essaies de couper les câbles. Les autres, en fait, de sous le lit, vous voyez une forme commencer à émerger de l'ombre. 2 yeux bleus lumineux qui apparaissent dessous. Je hurle, qu'est-ce qu'on fait? Nigel, qu'est-ce qu'on fait? Un mot, dis-le. Sortez-moi de là. J'essaie d'attraper... si je peux attraper un outil pas loin, parce qu'il y a beaucoup d'outils apparemment, j'essaye, tu vois. Moi j'essaie de bourrer, j'essaie de dégager mon poignet pour continuer à couper les câbles, et si jamais ça revient à la charge, j'ai des pieds, je fais des pieds-bouches. Tu vas me faire un test de Act Under Pressure, Sean. 14. Tu réussis à te dégager tant bien que mal de la main en fait qui te tient pour essayer de couper les câbles, mais au moment où tu le fais en fait la chose te repousse. Vous tous, vous voyez donc cette chose semble comme dégoulinée de noirceur en fait. Vous voyez qu'elle sourit tant bien que mal et qu'elle commence à prendre une apparence de plus en plus humaine. Leila, ce que tu me disais, c'est que t'essayais de te rapprocher aussi pour le détacher. Tu vas me faire toi aussi un test de Act Under Pressure s'il te plaît. 12. T'essaies d'arracher un des outils qui se trouve au sommet, au-dessus de toi en fait, pour essayer de trancher les liens. Tu vois que la créature en fait semble... tu saurais pas expliquer exactement ce qu'elle fait, mais elle se tord, elle prend presque une forme serpentine, et elle se retrouve devant toi à quelques centimètres de ton visage. Tu vois qu'elle ouvre grand la bouche, et en fait elle vomit sur toi une espèce de liquide noirâtre qui commence à te brûler. Tu réussis à te protéger avec ton bras, mais tu prends une blessure. Moi, j'aimerais bien faire d'abord un test Observe Situation pour analyser mon environnement. Je veux bien récupérer un outil qu'il y a dans la pièce, de préférence bien tranchant. Et comme je vois que Sean n'a pas réussi à couper les câbles, j'essaye à mon tour de couper les câbles et de libérer Nigel pour qu'on puisse le sortir de là. Thomas, tu vas faire un jet d'Observe Situation. Tu vas faire un jet de Act Under Pressure, s'il te plaît. Moi, du coup, j'ai fait 12 avec mon bonus. 13. Thomas, tu peux me poser une question.
Est-ce que je trouverais par hasard tu sais, les longs piquets où tu accroches les... qu'on appelle ça? Les sachets avec les... Les perfusions. Ouais, merci. Oui, tu peux sans problème en trouver un. Je compte distraire la forme vaguement humaine pendant que les autres essaient de défaire les liens. En essayant de la repousser ou de l'orienter, de la faire se déplacer avec le... En gardant une distance parce que je vais pas aller me jeter dessus. Bess, tu commences à couper quelques câbles. La créature commence à se changer de forme encore une fois, comme c'est une espèce de ver plein de pattes. Elle rampe au sol à toute vitesse. Elle se retrouve à ton niveau, Bess. J'aimerais m'interposer et me mettre entre la bestiole et Bess. Voilà, je me redresse et je vais couper du câble. En essayant de voir, en essayant quand même de garder un œil sur les mouvements du bestiau, genre s'il s'approche de trop, je peux lui mettre un petit coup de chlasse aussi. Mais je coupe du câble. Sean et Bess, du coup, vous comptez faire la même action. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que l'un aide l'autre. On peut dire que vu qu'elle était encore à côté de la table, là où moi je m'étais fait bourrer, c'est elle qui genre lance le jet et moi j'aide. Ça me paraît très bien. Leila, donc du coup, tu comptes t'interposer. Est-ce que tu veux compter ça comme une aide à Bess aussi? Oui. Ok, bah du coup, tous les trois, un jet d'acte under pressure. J'ai fait 8. J'ai fait 4. Avec le bonus. Du coup, j'ai 5. Vous vous précipitez tous les trois dans la direction de Nigel. Leila, tu t'interposes entre la créature et les deux autres pour essayer de la ralentir. La chose se tord complètement dans tous les sens. Et en fait, vous vous encerclez tous les trois. Son corps se détend, donc la couleur de sa peau change et qu'elle prend la même couleur presque humaine. Et vous voyez que c'est au niveau de son visage, c'est le visage de Nigel qui apparaît. Mais comme un Nigel distordu en fait, qui sourit de toutes ses dents, avec donc ses deux yeux bleus qui luisent d'une lueur démente. Vous allez me faire tous les trois un jet de Avoid Harm. Moi j'ai fait 7. 11. J'ai fait 11. Sean, tu sens tes codes se craquer, tu perds une blessure. Toutes les deux, vous n'arrivez tout simplement pas à bouger du tout, vous êtes complètement coincé en fait par la créature et vous entendez sa voix sous votre crâne qui vous dit « Il est à moi ». Thomas. Bah moi je vais me servir du pic pour embrocher le truc et essayer de les distraire. Tu vas me faire un jet d'engage et de combat. Ouais, je fais 14 du coup. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je veux la planter, tu sais, pour vraiment distraire, changer son focus. Même si ça risque de me coûter un petit peu. Vous voyez Thomas charger dans la direction de la chose, lui enfoncer le pic dans son corps. Elle hurle de douleur. Tu la vois se rétracter sur elle-même et en fait elle se secoue dans tous les sens comme un scolopendre qui est en train de mourir. T'es obligé de lâcher ton arme qui reste plantée dans la créature. Bah du coup immédiatement je me concentre sur Nigel et je fais en sorte de sortir de ce lit. Pareil, je suis à côté du lit, donc techniquement ma priorité c'est Nigel, donc pareil, s'il reste des trucs à couper, je les coupe, je mets toute mon énergie dedans et... Sean, t'as les côtes cassées, t'es en train de ramper à terre. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lutter contre la douleur et essayer d'aller aider les filles à sortir Nigel en essayant de pas trop niquer encore plus mes côtes. Moi j'essaie de voir s'il y a moyen de récupérer un autre piqué à brochette. Écoute, on peut partir sur un acte under pressure pour essayer de trouver ça rapidement. Du coup, pour les trois autres, je vous propose la même chose que tout à l'heure. En gros, il y en a deux qui vont aider l'autre. Moi, elle agit là, elle est sous l'adrénaline, elle est... Moi, dans tous les cas, je vais aider vu que j'arrive après la guerre. Bess, est-ce que t'es d'accord pour aider tes camarades? Pas de problème. Sean et Bess, vous allez lancer vos jets d'aide, donc comme un acte under pressure. 9. Il a fait 0. Il a fait 0. Il a fait un échec critique sur ma vie, il a fait un échec critique en comptant ses malus. Leila, est-ce que tu as lancé les dés? 13. Enfin, 12 du coup, parce que je compte pas mon bonus. Tu réussis encore une fois à enlever quelques-uns des câbles. La créature se tord encore une fois sur elle-même. Elle bute contre le lit qu'elle envoie à terre. Donc Nigel tombe du lit et est relié encore par quelques câbles. Sean, Bess, vous vous écrasez au sol un petit peu plus loin. Ça va être très compliqué de revenir tout d'un coup aider Leila. Thomas, du coup, j'ai pas entendu ton résultat. 10. Tu récupères effectivement une perf pour pouvoir te défendre. Tu te retournes et tu vois que la créature, après avoir envoyé valser de fond de son côté, est revenue vers toi. Elle se rejette en arrière, elle s'apprête à fondre sur toi. J'aimerais que tu fasses un jet de Avoid Harm, s'il te plaît. 17. Je vais lui faire une petite Dark Souls. Un petit roll avant sur la droite. J'essaie de voir si je peux apercevoir le piqué que j'avais déjà calé dans le... Tout à fait. Je vais la récupérer et le planter dans la gueule. Jet de violence. Du coup, j'ai fait un 20 naturel.
Je veux bien que tu me décrives ton action, Thomas, et ça va avoir des conséquences directes sur ce qui se passe autour de toi, donc qu'est-ce que tu lui fais? Premièrement, je récupère mon petit piquet avec une détermination sans faille puisque je ne veux pas mourir et que je ne veux pas que Nigel meure et que je ne veux pas que tout le monde meure. Et je me retourne et je retourne d'où je suis venu faire ma roulade et je suis planté au niveau de ce que je pense être une sorte de tête en hurlant. Tu plantes en fait ta pique au niveau de la bouche de la créature au moment où elle s'apprête à revenir t'attraper. Donc tous vous entendez le hurlement de combat de Thomas qui est en train de s'affronter la créature au corps à corps. Je me relève et je vois que Layla est en train d'essayer de se démener pour sauver Nigel et qu'il y a tant bien que mal Sean qui l'aide. Du coup, je me dis que je peux peut-être aider Thomas, qui est tout seul, pendant qu'il est en train d'essayer de décapiter cette chose. Je peux peut-être lui mettre des coups à d'autres endroits pour vraiment genre laminer sa gueule, quoi. Tu comptes faire ça avec quoi? Avec les objets qui sont dans la pièce, de type tranchant, des petits scalpels rouillés. Tu te retrouves face à sur le côté de la créature qui est en train de gigoter. J'imagine que tu essaies de la planter. Est-ce que tu peux me faire un jet de violence, s'il te plaît? J'ai fait 7. La créature te dégage. Thomas, tu vois qu'elle tourne les yeux dans la direction de Layla et de Sean et qu'elle capte ce qui est en train de se passer. Donc elle essaie de se dégager de ta prise pour se diriger dans cette direction et ce faisant, en fait, elle t'envoie valser, baisse. Tu t'écrases contre un des murs de la pièce, prends une blessure. J'essaie de l'en empêcher, j'essaie de maintenir la pression, de tout donner pour la retarder. Tu peux me refaire un jet de combat, s'il te plaît. Ça fait 13. Tu réussis à tourner en fait ta pique dans la gueule de la créature. Manque de bol pour toi, en fait, au moment où tu fais ça, elle rejette la tête en arrière en hurlant encore une fois. Tu vois qu'elle s'agite dans tous les sens et il y a cette espèce de sang noirâtre qui se dégage de sa bouche et qui éclabousse tout ce qu'il y a autour. Tu repères à nouveau ta pique qui est vraiment coincée dans sa bouche. Bess, je reviens sur toi, qu'est-ce que tu fais? Je mal. Elle m'a voltigé par terre, et ben je me relève dans la douleur et dans la peine. Et je vois, pareil, Thomas se débattre, donc j'essaye encore de l'aider, si je peux. Tu peux. Ce sera combat pour toi, donc violence. J'ai fait 10. Un peu la même punition que Thomas, c'est-à-dire que tu plantes ton scalpel dans le flanc de la créature, mais elle se dégage et du coup tu perds ton scalpel. Layla, Sean, j'imagine que c'est la même punition que vous ayez de dégager Nigel. C'est mon combat. Ah, toujours, ouais. 18. J'ai fait 2. Layla, tu parviens pas à retirer les câbles, par contre, Sean. Moi j'ai toujours gardé mon couteau depuis le début. Donc du coup, pendant qu'elle tire comme ça, je coupe. Je profite de la tension qu'elle fait pour couper les câbles avec un dernier coup parce que j'ai trop mal à mes côtes. Ça me fait très mal. Au moment où tu coupes les câbles, t'entends la respiration de Nigel qui fait un... Tu vois qu'il y a du liquide noir qui sort des câbles en fait qui ont été coupés. Il se redresse du sol d'une main. Il se tourne vers la créature. Et à ce moment-là, la chose en fait qui est de votre côté, Thomas et Bess, c'est difficile de déterminer quelles sont les réactions de cette créature parce que ça n'a rien d'humain à part le visage de Nigel qui à ce moment-là est complètement tordu de douleur et qui ressemble même plus à un visage. Donc la chose se précipite vers Nigel en hurlant non. Et vous voyez que Nigel se contente juste de tendre le doigt vers elle. Et vous voyez que la créature se compresse en fait. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, vous voyez que son corps se brise en fait, comme si elle était cassée jusqu'à devenir une toute petite boule en fait de matière noirâtre qui dégouline à même le sol, qui flotte au milieu de l'air. Et au fur et à mesure qu'il s'en approche, vous voyez que l'apparence de Nigel change. Sa peau redevient tonique, il a plus de traces de cancer sur la peau, ses joues se remplissent, ses cheveux repoussent. Ses vêtements changent, il est habillé, maintenant il est habillé dans le genre de costume qu'il porte habituellement, tel que vous l'avez connu quand il était plus jeune. Il s'approche de la sphère qui est devenue la créature, il la touche, il la prend dans sa main, et il se contente de la compresser dans sa main d'un coup. Il se tourne vers vous avec un air très serein, il regarde autour de lui dans la chambre d'hôpital, il secoue la tête, il fait un mouvement de la main, et au moment où il le fait en fait, la pièce se tord autour de vous. Et vous vous retrouvez un peu dans ce que je décrivais, dans cette espèce de couloir fait de bibliothèque. Il fait face à vous. Bien, merci. Je profite de la baisse de tension d'un coup pour tomber à genoux, m'accrocher à une bibliothèque et me rendre compte que j'ai super mal aux côtes et je vais sûrement crever.
Je me mets à ses côtés pour essayer de le tenir au maximum. Bah moi je reste con. Tout dépensé quoi, j'étais en plein milieu d'un truc, je savais même pas si on allait s'en sortir et là... Du coup moi j'attends la suite, l'air un peu bené. Un peu pareil, complètement abasourdi par la situation, le changement de contexte, le changement de lieu, le changement de Nigel physiquement. Et donc j'étais effondré par terre, donc je reste par terre et pareil en fait, j'attends juste qu'on me donne des explications à ce qui vient de se passer. Il voit dans quel état tu es, Sean, il remarque que vous êtes tous, pour la plupart, assez mal en point. Fait un petit geste de la main. Toutes les personnes qui sont blessées, retirez vos blessures. Sean, les douleurs au niveau de tes côtes ont complètement disparu. C'est pareil pour tout le monde. Toute forme de douleur, d'étouffement, les blessures, tout a complètement disparu. Vous vous sentez en pleine forme physique. Donc Nigel vous précède en fait. Il vous mène jusqu'au bout de ce couloir en fait, qui débouche sur une porte et qui vous mène en fait à un champ immense. Il y a de l'herbe verdoyante à perte de vue. Il y a un ciel d'un bleu éclatant au-dessus de vous. Vous voyez une colline sur laquelle se trouve... Vous savez que c'est Arcadie, mais en fait c'est vraiment une espèce de version d'Arcadie dans une espèce de splendeur antique qu'elle n'aura jamais atteinte. Colonne qui part de partout, la maison est beaucoup plus grande. Vous auriez du mal à voir où elle commence et où elle se termine. Nigel se tourne vers vous. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Bon, il n'y a pas de manière plus simple de le dire, mais nous sommes dans mon rêve. Tu veux dire que tu es vraiment malade si tu te réveilles là? À l'heure où je vous parle, les dernières barrières de mon système immunitaire sont en train de disparaître et mon cœur va certainement s'arrêter pendant la nuit. J'aurais espéré que nos retrouvailles et mes explications étaient teintées d'un peu moins de danger, mais je serai toujours ici quand ça arrivera. D'accord. Mais tout seul du coup? Oui. Je ne sais pas vraiment par où commencer mes explications. Comme Bess et Thomas ont peut-être pu le comprendre en feuilletant quelques ouvrages de ma bibliothèque, il y a un don qui circule dans ma famille. Et ce don, le voici. Je suis capable de sortir mon esprit de mon corps et de créer tout ce que vous voyez autour de vous. Et pourquoi t'as créé ce ciel noir, cette créature ces choses, ce prêtre, enfin... Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je n'aurais pas cru pouvoir dire ça un jour, mais il y a des choses qui dépassent notre simple perception du monde qui nous entoure, qui dépassent notre compréhension de ce monde. Notre monde n'est qu'une partie de ce qui existe, et en dehors des sphères de ce que vous appelez la réalité, il y a des créatures qui s'intéressent aux hommes, et particulièrement aux hommes qui ont le pouvoir que je possède. Et ces créatures-là se nourrissent de nos peurs, de nos doutes, de notre mal-être, et cherchent à nous y enfermer pour absorber notre pouvoir. Quand j'ai essayé maladroitement de passer un instant avec vous, de partager un souvenir avec vous, cette chose a réussi à prendre le dessus. À ce moment-là, j'étais plein de doutes, j'avais peur de mourir, j'avais peur de vous quitter. La soirée de la veille a été difficile pour tout le monde, moi compris. Me confronter à ma culpabilité, à mes traumas. Pourquoi tu nous as pas dit les choses? Tu avais peur qu'on n'arrive pas à comprendre? Parce que nous, par exemple, avec Bess, on a eu affaire à ton horloge dans ta chambre, enfin cette chambre, je sais même pas si c'est vraiment ta chambre du coup. Cette horloge qui a commencé à avoir les aiguilles qui tournaient à l'envers, il y avait trop de choses qui faisaient qu'on ne se sentait pas... Tout n'allait pas bien, tout n'était pas normal en fait. Je n'ai pas dit que je maîtrisais mon pouvoir à 100% à ce moment-là, et je pense que la maladie m'a empêché d'utiliser mon pouvoir à bon escient, et j'en suis désolé. Au fur et à mesure que je perdais le contrôle de mes émotions, de mon corps, la chose a commencé à prendre le dessus. Notre conversation dans la bibliothèque, tout ce qui s'est passé il y a un matin avant même que je me réveille et que je vous rejoigne, n'était pas réel. Ce que vous avez vécu, les anomalies que vous avez ressenties, c'était ma perte de contrôle sur ce monde.
La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici au départ, et je suis absolument désolé que vous ayez subi tout ce que vous ayez subi, et je pourrais comprendre que vous soyez en colère contre moi, c'est que je voulais vous dire avant tout que ma mort n'est pas la fin. Et je vais rester ici, en pleine possession de mes moyens maintenant que je me détache totalement de mon corps. Tu sais, nous, tout ce qu'on a subi, on l'a fait pour toi, dans le sens où on voulait absolument t'aider, te protéger. Donc en fait, on pensait même pas à nous-mêmes. Hein. À ce moment-là, on voulait juste t'aider et essayer de trouver une solution. Du moment où t'as ouvert cette porte, en nous faisant vivre ça, t'as ouvert la porte à ces dangers-là. C'est ça que t'es en train de nous expliquer, en fait. C'était un risque que j'ignorais jusqu'à ce que cette chose commence à agir. Quand je suis revenue avec elle, c'est ça? Tu n'es pas revenu avec elle, elle avait déjà commencé son œuvre bien avant. Je pense que vous avez remarqué que dans nos rencontres nocturnes, mon corps commençait à perdre de sa vigueur et que je commençais à perdre le contrôle de moi-même. C'était elle qui agissait. Bess, tu as vu la porte, qui était son moyen d'entrer. Notre conversation et les difficultés que j'avais à dépasser ma culpabilité ont fait que les choses étaient plus simples pour elle. Ce qui m'a fait tenir, ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, c'est de voir que malgré toute la colère, malgré les regrets, malgré vous ne compreniez pas forcément ce qui vous arrivait, vous avez quand même choisi de me sauver. Et rien ne vous y obligeait. Il se tait un instant. Mentalement, comment vous réagissez à ce qu'il est en train de vous dire? Moi, je dis rien, j'écoute tout ce qu'il dit et j'entends. Je pense que la redescente, elle est tellement violente que la seule réaction possible que j'ai, c'est juste de pleurer frénétiquement. Parce que c'est fini d'une certaine manière, mais en fait, c'est aussi que le début de revoir Nigel, d'une certaine manière. Mais du coup, elle dit rien, elle est là à pleurer, petite chaude larmes. Bon, moi j'ai un mental breakdown, hein, parce que bon, bah du coup, moi qui étais cartésien à la base, on est en train de m'expliquer que non, il y a plusieurs réalités, et puis là on vit dans un rêve, mais no suicide, je vais être immortel après ma mort. Il y a déjà ça à intégrer, j'ai failli mourir buté par un bestiau géant qui a été réduit en poudre par l'amour de ma vie perdue. Et là maintenant il est en train de nous expliquer devant son espèce d'Arcadie fantasmée que non c'est bon, tout va bien. Donc ouais, non, moi je reste un peu comme Bess, quoi. Je prends le truc comme un parpaing dans la tronche, je regarde autour de moi en essayant d'essayer de faire les liens, je m'attrape la gueule et en fait j'arrive pas à faire les liens. Enfin moi ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer, quoi. C'est même s'il essaye de nous l'expliquer. Enfin, il y a 3 jours, j'étais encore j'étais encore dans le Vermont et il y avait pas, enfin le rêve c'était juste un rêve, quoi. Là, on est en train de m'expliquer que le rêve c'est autre chose. Il y a 2-3 infos à encaisser que mon cerveau n'arrive pas à encaisser, quoi. Moi, dès qu'il y a un moment, j'imagine qu'on discute, il y a quelques blancs, je me rapproche de Nigel et pose chaleureusement la main sur l'épaule. Tu vois, je regarde dans les yeux, je sais qu'il le sait depuis longtemps, il a déjà évoqué à demi-mot dans le souvenir. Et je lui dis en gros, calmement, que je suis désolé de ne pas avoir assumé notre amitié à l'époque. Mais au fond de moi, je sais que là, on l'a sauvé de quelque chose. Donc je me suis un peu rattrapé. Et je veux profiter de ce dernier moment. Bon, tu poses ta main sur l'épaule de Nigel, tu lui dis ce que tu lui dis. Il prend ta main et il te dit mais je n'ai jamais douté de ton amitié, Thomas. Jamais. Je sais que tu étais pris entre deux mondes et que tu n'arrivais pas à faire le lien, et tu l'avais déjà prouvé avant et tu l'as encore prouvé cette fois-ci, mais tu es un allié en qui j'ai toujours eu confiance. Peu importe les erreurs que tu aies faites et le mal que tu aies pu faire par le passé ou le mal que tu penses avoir fait dans le passé, ce qui compte c'est le bien que tu as fait. Et tu es une bonne personne, Thomas. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais et tu mérites d'être heureux. Petite larmiche quand même. Il t'étreint pendant quelques secondes, il te serre contre lui. Jurant. Au bout d'un long moment, il te lâche, baisse du coup, il se dirige vers toi. Je suis en PLS par terre, en train de pleurer. Il s'accroupit à ton niveau, il te prend les épaules et il pose son front contre le tien. Et il reste comme ça pendant un long moment. Il n'y a pas de mots qui puissent te dire... Tu sens que tu commences à se calmer. Sean, il se tourne vers toi. Et il te fait signe de te diriger vers lui. Bah, je m'approche, je reste... Enfin, je suis à moitié apathique, je comprends pas trop ce qui se passe. Il te serre contre lui. Ouais, non, je lui rends son étreinte et je le lâche pas, quoi. Eh bien, il t'embrasse.
J'étais parti pour avoir un mouvement de recul parce qu'il y a des gens, puis au final, non, je lui rends et même que je passe mes bras autour de son cou. Ça dure longtemps et pas assez longtemps en même temps. Tu te sens bien. Pendant tout le temps où il est en train de vous parler, de vous expliquer tout ça, il rajeunit jusqu'à vraiment redevenir un jeune homme d'une vingtaine, trentaine d'années en pleine forme physique. Il n'y a pas un moyen pour que tu ne finisses pas ici tout seul? Que tu gardes au moins l'un d'entre nous? Je me tourne un peu vers Sean. Toutefois, la personne était d'accord. Je n'ai pas le pouvoir de vous faire rester ici contre votre volonté en tout cas. Là, je regarde Sean avec un grand sourire. Moi, je reste d'autant plus con parce que j'avais pas envisagé que au final, on pourrait être ensemble. Mais étant donné que ma vie c'est de la merde, je la regarde elle, je la regarde lui, je la regarde elle, je regarde lui, et je lui demande si c'est vraiment possible. Je suis capable de faire tout ce que je fais là, et c'est mon monde, j'ai un pouvoir absolu dessus, mais vous êtes les bienvenus ici quand vous le désirez. Alors moi, Nigel t'aime profondément, mais il y a des gens que je dois aider quelque part ailleurs, mais par contre, il y a des gens dans le monde qui méritent de l'amour véritable qu'on leur a volé, d'accord? Je vais chialer. Et voilà, je repartirais plus sereine si je savais que vous étiez heureux tous les deux et que vous vous étiez retrouvés. Sean, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir? Ah ben là, je me mets à pleurer et je lui dis évidemment que oui. Et Tu sais que quitter ton enveloppe corporelle signifiera que tu ne pourras plus la rejoindre. qu'est-ce qui m'attend là-bas? C'est à toi de le décider. Non, mais je reste. Et même que je l'embrasse à nouveau. Leïla, je te remercie infiniment de ce que tu viens de faire, mais aussi ton amitié et de tout ce que tu as fait pour moi au cours de ces dernières années. Mais une chose que je veux te dire et qui est la plus importante, c'est ce que je t'ai dit il y a déjà des années de ça, c'est que c'est à toi que tu dois penser. Tu dois te concentrer sur ta vie maintenant. Pas la mienne, pas celle des autres. Il faut que tu te concentres sur toi. Tu sais ma situation et tu sais à quel point il m'a été difficile de mettre des mots là-dessus et d'envisager une vie qui soit dans cette boîte. Mais quand je vous vois tous les deux, je me dis que il y a peut-être, j'ai peut-être moi aussi droit au bonheur et que je peux me l'accorder. Regarde autour de toi, tout est possible. Même dans le pire, vous avez réussi à prouver que par le courage, l'abnégation et l'amour, l'envie d'aider les autres, on peut tout faire. Mourir n'est pas la fin. Bess, il se tourne vers toi. Je sais pas si tu t'es relevé entre-temps ou si tu es toujours dans la même position. Oui. Ça va, j'ai pris un peu sur moi là, je me suis relevée. Il te prend les mains, il te regarde dans les yeux et il te dit maintenant que mon corps s'éloigne de moi et que toutes les considérations matérielles sont plus loin de moi, mes regrets le sont aussi, mais je peux pas changer ce que j'ai fait. Tu peux continuer à vivre et tu peux continuer à changer ta vie et les choses autour de toi et tu peux t'éloigner de tout le mal que nous avons vécu ensemble quand nous étions enfants et adolescents. Le fais pas pour moi, fais-le pour toi si tu en as le courage et la volonté. Si tu as besoin de moi, où que tu sois, tu auras juste à penser à moi et je serai là. Je lui réponds pas forcément au début, je suis juste très touchée par ce qu'il me dit parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie actuellement. Donc je lui réponds avec les yeux, en fait, simplement merci et que ce qu'il me dit là, c'est tout ce dont j'avais besoin en fait aujourd'hui. Je finis quand même par lui répondre verbalement et je lui dis que le voir comme ça, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que je vais enfin pouvoir avancer et le voir aussi heureux, c'est juste un tremplin pour que moi aussi je me dise que moi aussi j'ai le droit d'être heureuse, quoi. Il hoche la tête, il se détourne de toi. Sean, il se rapproche de toi, il te prend la main, puis se tourne vers vous trois. Thomas, Leïla et Bess. Il est temps que nous nous séparions. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour moi. N'oubliez pas que ce n'est pas la fin. Demain, je serai mort, physiquement. Il y a une enveloppe, une carcasse qui sera mise en terre. Au détour d'un rêve ou si vous en ressentez le besoin, je serai toujours là pour vous. Et cet endroit sera toujours là pour vous aussi. Peut-être que nous ne nous reverrons pas. Peut-être que si. Sachez que j'ai été le plus chanceux de vous avoir dans ma vie. Je lui serre la main parce on sait jamais qu'ils redisparaissent. Et juste je regarde vers Leïla et je lui murmure un merci et je m'en vais.
Il tend la main derrière vous, il y a une porte qui apparaît. Puis il dit à bientôt. Et Sean, il commence à partir avec toi en direction d'Arcadie. Sean et Nigel s'enfoncent lentement le long de la plaine pour se diriger vers Arcadie. Ça prend quelques minutes pour que petit à petit vos deux amis s'enfoncent dans le lointain et qu'il ne soit plus que des petits points à l'horizon. Vous empruntez la porte, j'imagine. Alors moi, je me suis au milieu d'eux et je leur tends une main à chacun pour qu'on passe la porte ensemble. Et moi, je regarde sa petite main tendue. C'est hyper affectif dans le sens où c'est littéralement la première main tendue depuis que j'ai 12 ans. Du coup, je suis juste comme ça, tétanisée face à cette petite main et je suis en mode oh mon dieu, mais ah d'accord. Et du coup, je prends cette petite main et je la serre un peu en tremblant, mais je la prends avec amour et affection. Thomas, effectivement, bloque quelques instants sur ce moment-là parce que depuis le début, il se prenait un peu pour le black sheep, tu vois, genre en mode ouais, il me rejette, tu vois. Et là, bon, il tend la main, effectivement, pour faire un effort. Vous empruntez donc la porte. Ce qui vous réveille, ce sont donc ce sont des voix des ambulanciers qui emmènent les corps de Sean et Nigel, qui est mort dans son sommeil à l'issue de sa maladie, et Sean qui est mort tout doucement d'un arrêt cardiaque dans la nuit. Dans les jours qui suivent, vous quittez bien sûr Arcadie après ça, vous reprenez le cours de vos vies. Il y a une invitation à un enterrement qui vous est envoyée. Je vais commencer par Bess. Comment tu vis ton retour à la vie normale et qu'est-ce que tu fais après avoir quitté Arcadie ? Je me prends beaucoup de pied au cul émotionnel en fait. Donc du coup, je me reprends en main, j'arrête de me morfondre, je commence une thérapie pour couler les anciens démons à néant et essayer de me remettre de mon passé. Je pense que je quitte mon taf et que je quitte la ville pour ouvrir une ferme dans le Kansas avec mes vaches et mes moutons. Et je pense que je vis une belle vie heureuse avec mon petit fermier et mes chiens. La principale chose qui en ressort de ça, c'est que j'ai revu Nigel, j'ai revu la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai appris d'elle et on a réussi à dépasser tout ce qui nous empêchait dans la vie avant ça. Donc une petite amertume de ne pas avoir pu partager autant de choses que j'aurais voulu, mais quand même un esprit de satisfaction de me dire qu'il est dans un endroit qu'il aime, avec quelqu'un qu'il aime, et qu'il est en paix. Donc maintenant, c'est potentiellement mon tour d'être en paix. Moi, ça change ma vision de voir la réalité, évidemment, mais après, j'en fais pas une obsession, j'en fais pas un but dans ma vie. Je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qui vont arriver de toute façon, donc j'en accepte les faits sans pour autant essayer à tout prix de comprendre et me renseigner dessus. Je sais ce qu'on a vécu, je sais que c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'on sera les seuls à comprendre, donc je le garde comme un très étrange souvenir, mais très important. Leïla. Je me suis reconvertie au niveau médical, je me concentre beaucoup plus sur le sida. Et du coup, vraiment à assumer ma sexualité, à vraiment m'assumer comme lesbienne et à peut-être trouver l'amour et avec l'optique d'adopter un enfant, un garçon qui certainement se fera appeler Nigel. Elle fera en sorte d'être en contact avec Thomas et avec Bess quoi qu'il arrive, parce que c'est quelque chose qui unit les gens à vie et parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre sur ce qui s'est passé. Personne au monde ne pourra comprendre. Ouais, vraiment, elle ne garde que le côté positif qui est qu'elle a pu aider à ce que Nigel ait une vraie belle fin de vie, qui n'est pas vraiment une fin de vie. Si tu veux, maintenant, elle voit d'autres sphères un petit peu. Elle est ailleurs. Elle a l'impression d'avoir des données que les autres êtres humains n'ont pas, mais elle s'en sert pour faire le bien autour d'elle. Voilà. Et je la vois bien, effectivement, aller les rejoindre quelquefois pour aller jouer aux échecs, etc., etc. Thomas, du coup. Ouais, bah moi je pense que j'ai gardé contact avec notamment Leïla, et donc par extension possiblement Beth. Et je me suis remis à l'art. Puisque j'ai quitté l'armée de toute façon et que je suis devenu consultant pour une boîte qui traite des données, je me suis remis à peindre, ce que j'avais abandonné à la fac quand j'avais moi-même abandonné d'assumer mon amitié avec Nigel. Moi je pense qu'une partie de mon incompréhension, je l'ai traduite en essayant de représenter des choses que j'avais vues. Je fais quand même malheureusement beaucoup de cauchemars et ça va me hanter un très très long moment. Je vais terminer sur Sean. Moi je vis ma meilleure fin égoïste.
tout va pour le mieux. Enfin, moi, j'ai complètement abandonné et sans aucun regret ma vie dans le monde matériel, parce que de toute manière, j'étais plus ou moins en train de me foutre en l'air, mais avec une méthode lente. Je crois que le seul truc qui ponctue mon espèce d'idylle éternelle, c'est justement les visites de Layla. Je la retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Et elle a certainement pu constater que j'étais beaucoup moins du coup renfermé et dans l'idée de juste m'étouffer, donc je suis beaucoup plus sûr de moi, on va dire, et beaucoup plus affirmé. Enfin, de toute façon, j'ai plus rien à prouver à personne. Moi, j'attends généralement ces visites avec impatience, parce que du coup ça me permet peut-être éventuellement de me reconnecter un peu au temps qui passe, parce que ça aussi c'est plus une notion qu'on a, le temps qui passe. Et j'essaye même pas d'ailleurs de forcément essayer de maîtriser moi aussi le pouvoir en question, parce qu'en fait j'ai toujours un peu la peur entre guillemets de faire arriver des saloperies dans notre espèce d'Éden là, donc du coup je laisse ça à Nigel, et moi juste je fais ma life avec lui. Du coup, effectivement, ce qui t'attend et ce qui se passe dans l'éternité qui suit, c'est une vie à deux avec Nigel, qui donc est le maître de ce rêve et de ce monde qu'il maîtrise entièrement. Il peut en faire ce qu'il veut. Tire le rideau sur donc cette éternité passée à ses côtés, qui est faite de bonheur, et où petit à petit les considérations du temps, du monde matériel s'éloignent de vous, même si vous avez de temps en temps des visiteurs. L'éternité s'offre à toi et Nigel, et finalement la mort n'est vraiment qu'un commencement. Et c'est ainsi que se termine notre aventure. Vous venez d'écouter le 3e et dernier épisode de notre version Death in Arcadia Ego, un scénario pour Cult Divinité Perdue écrit par James Estes. Cult est un jeu de rôle créé par Robin Lilienberg et Peter Nallo. La musique que vous avez entendue au long de ce récit a été composée spécialement par Ciaris pour ce podcast, avec Tommy the Cat dans le rôle de Sean, Cassidy dans le rôle de Thomas, Calwirgo dans le rôle de Layla, Sully dans le rôle de Bess et Jericho dans le rôle du maître de jeu. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette aventure de son début à sa fin. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode. D'autres aventures arrivent très bientôt.